je n'aurais jamais pensé un jour partager quoi que ce soit sur ce sujet-là. Au-delà peut-être d'un petit comité avec certaines personnes. Je n'ai jamais adhéré aux scénarios catastrophistes. Et ce, même s'ils existent en fait. Du moins, même si ces scénarios sont des potentialités. Vous savez pourquoi ? C'est tout simplement parce que dans l'absolu, ça n'a finalement aucune importance. Oui, ça n'a aucune importance parce que dans l'absolu, ce qui doit être est. Et puis, ce que l'on peut observer exister dans cette réalité a sa raison d'être. Autrement, elle n'existerait pas. Et puis aussi, je me dis que si les forces qui nous dépassent permettent de manifester certaines réalités, alors, oui, ce sujet n'a aucun sens. Ce sont des forces qui nous dépassent. Donc, on n'a pas cette maîtrise-là. Il est donc inutile, entre guillemets, de s'y pencher. En tout cas, c'est ce que je pensais. D'autant plus que lorsque l'on sait que ce sur quoi nous portons attention, émotionnellement parlant, eh bien, a de grandes chances de se manifester et prendre de l'ampleur. Donc, ce sur quoi nous portons attention a de grandes chances de prendre de l'ampleur dans ce que l'on pourrait appeler, disons, la matrice collective humaine partagée. Cette réalité partagée. Donc, ce sujet n'a en soi aucun sens dans l'absolu. Et c'est pour cela que je vais l'aborder de manière relative. Je vais aborder le potentiel. Je dis bien le potentiel futur qui se déploie dans cette réalité collective existante, certes, mais bien limitée. La vision catastrophiste de ce futur potentiel pourrait être contre-productive quant à notre possibilité d'agir. Elle peut même, donc cette vision-là, peut même amplifier la peur et donc paralyser l'esprit et encore plus annihiler toute prise de décision substantielle. En somme, je n'ai jamais voulu partager certaines choses, que ce soit sur YouTube ou ailleurs ou avec certaines personnes, ainsi de suite, parce que je sais très bien, j'ai parfaitement conscience que l'effet de certaines informations sur certaines personnes qui, je dirais, entre guillemets, ne sont pas prêtes à les recevoir, peut être dévastateur. Cela peut être dévastateur. Ça peut avoir donc un effet paralysant, tétanisant. Eh bien, j'ai changé d'avis. C'est comme ça. Je pars dorénavant du principe, ou devrais-je dire je repars, que les vérités sont toujours supérieures aux falsifications. Je préfère une bonne claque de vérité que de douces caresses de mensonges. Voilà. Raison pour laquelle je réintroduis dans cette réalité les sujets, certains sujets dont j'ai conscience et à travers lesquels j'ai ma propre vision. Une vision certainement partagée, un point de vue certainement partagé avec beaucoup d'entre vous, je pense. Allez, je vous laisse maintenant avec la petite présentation que je vous ai soigneusement bien préparée. Allez, à tout à l'heure. Le monde est au bord d'une profonde transformation. Un nouvel ordre financier est en train de se dessiner. Un ordre qui promet de remodeler le tissu même de nos vies. Au cœur de ce nouveau système se trouve le concept d'identité numérique. Imaginez un monde où chaque transaction, votre dossier médical, votre activité en ligne, sont tous méticuleusement suivis et analysés. Les monnaies numériques de banque centrale ou MNBC sont un autre élément clé de ce paysage financier en pleine évolution. Alors, ce qu'ils appellent ici le grand reset, R-E-S-E-T, donc reset en anglais c'est réinitialisation, un peu comme une remise à plat.
C'est en gros la reconstruction d'une nouvelle économie. Donc cette idée-là a été explicitement mise en lumière lors du Forum économique mondial en juin 2020. En juin 2020. Et souvenez-vous de ce qui s'était passé à cette époque-là. Donc, cette idée-là du grand reset, elle est présentée comme une solution, tout simplement une solution. Il y a toujours des solutions face à des problèmes concrets. Une solution face aux défis du changement climatique, aux inégalités sociales et à la 4e révolution industrielle. Donc, nous sommes en plein dans cette ère-là, du moins ceux qui se trouvent à certains endroits du monde. Donc, on est en plein dans cette ère, donc cette révolution industrielle que nous pouvons observer au niveau de ce qu'on appelle l'IA, ou ce que je pourrais appeler la bêtise artificielle. Il y a certaines réalités virtuelles, les avancées, la robotique avancée. Donc, vous voyez, la révolution industrielle, ça comprend pas mal de choses. On peut retrouver aussi l'automatisation des systèmes de production, l'utilisation des big data, comme on les appelle, pour les prises de décision en général. Il y a l'impression 3D, je ne sais pas si vous connaissez, les services basés sur les abonnements sur les plateformes, ça on connaît tous, je pense. Puis les nouvelles compétences, toutes ces nouvelles compétences-là qui sont requises, et la manière dont les entreprises aussi interagissent avec leurs clients. Bon, bref, donc on est vraiment en pleine dans cette nouvelle révolution, comme ils appellent, industrielle, cette nouvelle ère. Alors, les monnaies électroniques des banques centrales, donc MEBC, ce sont tout simplement la version numérique de la monnaie que l'on connaît. Cette version-là, elle est émise et régulée par les banques centrales. Alors, on vous la trouverez certainement sur le nom de CBDC en anglais, qui signifie, Central Bank Digital Currencies. Donc en général, on le retrouve plutôt sous cette appellation en anglais. Donc voilà, c'est pour vous dire à quel point le projet est en marche. C'est maintenant, c'est en train de se passer. Ce n'est pas, un futur imaginaire. Et sachez que dans plusieurs villes de Chine, par exemple, cette forme de monnaie existe déjà. Elle existe déjà en phase, test, phase pilote, comme ils disent. Elle a été lancée par la Banque populaire de Chine sous le nom de ECNY. E-C-N-W. Donc pour la monnaie chinoise actuelle. Et E pour l'appellation électronique. Voyons la suite. La pression en faveur de ce nouvel ordre financier est menée par un groupe d'individus puissants et influents, du moins dans cette matrice. Des personnalités comme Klaus Schwab, le fondateur du Forum économique mondial, et Emmanuel Macron ont exprimé ouvertement leur soutien à un grand reset. Mark Carney, l'ancien gouverneur de la Banque d'Angleterre, a exposé les 3 piliers de ce nouvel ordre mondial, les identifiants numériques, les MNBC et les scores ESG, environnementaux, sociaux et de gouvernance. Les critiques soutiennent que les scores ESG sont subjectifs et sujets à manipulation, donnant aux institutions puissantes un autre outil pour contrôler les flux de capitaux et influencer le comportement des entreprises. L'une des critiques les plus virulentes de ce nouvel ordre est la journaliste d'investigation Whitney Webb. C'est d'ailleurs de ses nombreuses interviews qu'est inspirée cette vidéo. Le 3e pilier de ce nouvel ordre financier dont on vous parle, juste à ce chapitre-là, c'est l'ESG. D'accord ? On l'a évoqué là dans cette vidéo, et plus précisément les scores ESG, environnement, social et gouvernance. Donc ça, l'ESG, c'est à la base un système de mesure de performance d'une entreprise en matière de, surtout, durabilité et responsabilité. Vous savez, si elle respecte, par exemple, les données sur l'environnement, l'empreinte carbone, sa gouvernance, et ainsi de suite. Et donc, pour ce système de mesure-là, on prend en compte les 3 critères que je vous ai cités. Donc, environnement, social et le système de gouvernance. En général, ces critères sont utilisés pour des investisseurs
voir si ça vaut le coup d'investir dans cette entreprise-là, ou des analystes dans le cadre d'un investissement ou d'un rachat. Voilà, c'est une évaluation globale de l'entreprise. Donc, je me dis que si ce système est utilisé pour les entreprises, et puis aussi pour les administrations, les grandes organisations internationales aussi, hein, pas seulement pour les entreprises. Donc, si ce système est utilisé pour les entreprises, qui est un agent économique comme un autre, il peut très bien être dupliqué pour les individus. Donc imaginez, cette duplication va se faire en évaluant les comportements de l'individu et puis en lui attribuant des points selon les bonnes pratiques. Je crois qu'on voit ça dans les films. À mon avis, on voit ça dans les films. C'est déjà une préparation psychologique mondiale pour l'humanité. Je pense qu'on évoque ce genre de potentialité dans les films, qui deviendra notre réalité. Voilà, donc c'est pour préciser que ce système-là fonctionne pour les entreprises et il peut très bien fonctionner pour les individus. Revenons maintenant à la suite de la vidéo. Au nom du progrès et de la sécurité, un nouvel outil de contrôle est en train de se forger, l'identité numérique. Il ne s'agit pas simplement d'une version numérique de votre permis de conduire ou de votre passeport. Imaginez un monde où chacune de vos interactions en ligne, chaque achat que vous effectuez, chaque endroit que vous visitez, est méticuleusement enregistré et analysé. Les partisans de ce système soutiennent qu'il est essentiel pour la vie moderne, qu'il permettra de rationaliser les transactions et de lutter contre la fraude. Surtout lutter contre la fraude. Mais cette prétendue inclusion a un prix élevé, l'érosion totale de la vie privée. Les monnaies numériques de banque centrale, ou MNBC, sont présentées comme l'avenir de la monnaie. Numériques, efficaces et sûres, elles promettent de révolutionner le système financier. Mais sous ce vernis de progrès se cache un programme dangereux. Très dangereux dont nous devons avoir conscience. Les MNBC donneraient au gouvernement un contrôle sans précédent sur les finances de leurs citoyens, sapant les fondements même de la liberté économique et de la liberté tout court. Imaginez un monde où votre argent pourrait être gelé, saisi ou dévalué sur un simple caprice d'un bureaucrate. La tokenisation de la nature, l'ultime marchandisation. L'appétit insatiable de profit ne connaît pas de limite. Après avoir conquis le monde numérique, les architectes de ce nouvel ordre jettent désormais leur dévolu sur le monde naturel. Leur plan audacieux, tokeniser la nature elle-même. Les forêts, les rivières, les montagnes, même l'air que nous respirons, tous sont considérés comme des actifs potentiels à acheter, vendre et échanger sur le marché mondial. Alors on vient juste d'évoquer ici le principe de tokenisation de la nature. Alors, beaucoup ne sont pas forcément familiers avec ce terme. Tout d'abord, on retrouve le principe de token dans le monde de la finance décentralisée, ce qu'on appelle la finance décentralisée. Donc, par exemple, tout ce qui est crypto-monnaie. Mais je crois qu'on le retrouve aussi dans le monde des jeux vidéo. Je ne connais pas très bien, mais à mon avis, oui. Pour l'expliquer de la manière la plus simple, prenez juste un jeton. Voilà, un token, c'est un jeton auquel on attribue une valeur. Donc, tokeniser la nature, c'est, en quelque sorte, se l'approprier. C'est la découper en morceaux et attribuer une valeur à chacun de ces morceaux. Vous voyez, par exemple, sur cette parcelle-là, l'arbre aura telle valeur, ce sera un jeton, je vais attribuer ce jeton-là, donc ce token à cet arbre, ensuite cette chose ici, ce lac, cette île, et ainsi de suite. Vous voyez un peu le principe. C'est un peu comme si j'arrivais sur une terre et que j'y plantais mon drapeau, et que je m'appropriais la terre, puis la vendrais, donc la revendais aux habitants de cette même terre. Enfin, c'est même pas la revendre, c'est carrément la vendre aux habitants de cette même terre. Et de manière légale, bien sûr. Parce qu'il faut tout un système de légalisation de tout ça. N'importe qui ne peut pas dire du jour au lendemain « cet arbre m'appartient, je le vends ».
Non, il faut qu'à côté, il faut que le système soit en place, qui permette de légaliser cette notion de propriété privée de toute la Terre, de toutes les entités naturelles. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Moi, ça me rappelle la colonisation, tout simplement. La colonisation, j'arrive sur une terre où des gens habitent, je plante mon terrapeau et maintenant c'est à moi. Donc la notion de colonisation, ça va aussi avec la privatisation des éléments de la nature. Voilà, on privatise ce sol pour que je puisse exploiter ce qu'il y a dans le sous-sol, qu'il devienne ma propriété privée, que j'en fasse commerce et ainsi de suite. On connaît ça très bien et ça va continuer dans les moindres recoins de la planète. À ce propos, et donc pour faire le lien avec la mise en marche de ce projet, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais en 2021, un événement m'avait marqué. C'est le fait que Bill Gates s'intéresse aux terres agricoles. Et oui, au départ je me disais, mais qu'est-ce que le cofondateur de Microsoft fait dans ce domaine? Je sais pas moi, occupe-toi de ces systèmes d'information, reste dans ton domaine. Depuis quand s'intéresse-t-il à l'agriculture? Si ce n'est, connaissant ce dans quoi il s'est embarqué, hein, eh bien, c'est très 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 simple, c'est que s'il s'intéresse à quelque chose, il s'est intéressé au vaccin, il a voulu vacciner toute l'Afrique, ensuite il s'est intéressé aux terres agricoles, donc il y a anguille sous roche. Sachez qu'il est dorénavant l'un des plus grands propriétaires des terres agricoles aux États-Unis. D'accord ? L'un des plus grands propriétaires de terres agricoles aux États-Unis. Et disons que la terre est bien préparée, n'est-ce pas, pour la suite du plan. C'est le cas de le dire. Donc il prépare quelque chose qui est lié à la terre, donc à la nature. Alors que la crise climatique s'aggrave, une nouvelle race de profiteurs émerge de l'ombre. Ils voient dans la fonte des glaciers, l'élévation du niveau de la mer et l'intensification des tempêtes, non pas un appel à l'action, mais une opportunité de profit personnel. Ce sont les capitalistes du désastre, prêts à exploiter le chaos et la souffrance d'un monde au bord du gouffre. Larry Fink, le PDG de BlackRock, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, incarne cette philosophie. Il parle de résilience climatique et d'investissement durable, mais ses paroles sonnent creux lorsque l'on examine ses actes. Je vais toucher un petit mot sur la société d'investissement BlackRock qui est évoquée ici. Elle est cofondée par monsieur Larry Fink. Donc BlackRock, c'est une très grande société de gestion d'actifs financiers, pour ne pas dire la plus grande. Donc de par sa taille, son influence, disons que la concentration du pouvoir financier peut être totalement dévastateur sur le marché financier. Dès lors qu'il y a concentration d'un pouvoir dans une seule entité, il y a des risques de dérégulation. Et donc sur la prise de décision des entreprises. C'est comme un monopole ou quoi. Bref, on étudie ça en économie, et même si on n'a même pas besoin d'étudier ça en économie, on le voit. Dès lors qu'il y a un monopole, quelqu'un qui concentre tous les pouvoirs, en gros, il fait ce qu'il veut. Avec les prix, la demande, l'offre, la demande, il fait ce qu'il veut. Alors, à titre d'exemple, en 2020, BlackRock a annoncé un engagement à réduire ses investissements dans les entreprises de charbon. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous parlais de l'ESG, les critères d'évaluation d'une entre guillemets, une bonne entreprise, encore en termes d'environnement. Donc, eux, pour justement favoriser ce projet-là, de respect de l'environnement, en apparence, toujours en apparence, donc cette entité a annoncé un engagement, ils s'engagent à réduire leurs investissements dans les entreprises de charbon.
Donc en réponse, tout ça en réponse aux critiques croissantes sur l'impact environnemental de cette industrie du charbon. Cependant, malgré cet engagement, eh bien BlackRock a continué à investir dans les entreprises qui utilisent le charbon comme source d'énergie importante. C'est juste un petit exemple, hein. Il y a beaucoup d'autres entreprises qui sont cotées en bourse et pour qui les investisseurs ne reculeront sous aucun prétexte, puisqu'elles rapportent forcément. Ce paradoxe-là, enfin, qui n'est pas vraiment un paradoxe, on se doute qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, eh bien entraîné beaucoup de critiques sur la véritable rigueur des efforts en matière de durabilité. Donc finalement, ces entités font ce qu'elles veulent et continuent leur plan qui est tracé sous couvert de bonnes pratiques et de durabilité. Voilà. Donc parfois ça passe, parfois l'image, le marketing passe, c'est très bien, on est content. Parfois ça passe pas, mais on s'en fiche, on continue tout de même notre trajectoire, n'est-ce pas? Bon, voyons maintenant la suite de la vidéo et surtout comment mettre en œuvre tout le plan sans trop de résistance de la part de la masse. Il ne faut pas que la masse résiste trop. Il faut obtenir le consentement global de la population. La poussée en faveur d'un nouvel ordre financier mondial n'est pas une théorie du complot marginal. Elle est ouvertement débattue par ceux qui occupent des postes de pouvoir immenses. Les dirigeants mondiaux et les titans de la finance utilisent des plateformes comme le Forum économique mondial pour plaider en faveur d'une refonte fondamentale de l'économie mondiale. Leur discours est souvent drapé du langage du progrès et de la durabilité, mais leurs paroles révèlent un mépris effrayant pour la liberté individuelle. Le président français Emmanuel Macron, par exemple, a appelé à un choc financier public pour lutter contre le changement climatique. Klaus Schwab, le fondateur et président exécutif du Forum économique mondial, fait écho aux propos de Macron. Deuxième partie. La crise fabriquée, un catalyseur pour le contrôle. L'histoire a montré à maintes reprises que ceux qui sont au pouvoir exploitent souvent les moments de crise pour faire avancer leur programme. Le chaos et l'incertitude qui suivent une catastrophe majeure créent un terrain fertile pour faire passer des politiques impopulaires qui autrement se heurteraient à une résistance. Par exemple, pendant la Grande Dépression, qui a commencé avec le krach boursier de 1929, Hitler et le parti nazi ont exploité cette crise économique et politique pour renforcer leur influence en Allemagne. En utilisant des événements comme l'incendie du Reichstag et la peur généralisée, Hitler a obtenu des pouvoirs dictatoriaux, montrant comment les dirigeants peuvent exploiter les crises pour avancer leur programme politique. Dans son analyse de la situation, Whitney Webb, la journaliste qui alerte sur ces sujets, établit des parallèles avec les accords de Bretton Woods de 1944. Elle soutient que l'élite mondiale attend une crise similaire, une crise qui leur permettra de démanteler le système financier existant et de le remplacer par l'alternative qu'ils ont planifiée. Première partie, le piège de la dette, une bombe à retardement prête à exploser. Le système financier mondial est un château de cartes, construit sur une fondation de dette insoutenable. Pendant des décennies, les gouvernements comme les particuliers ont vécu au-dessus de leurs moyens, empruntant sur un avenir qu'ils n'ont pas les moyens de s'offrir. Ces emprunts imprudents ont créé une bulle aux proportions épiques, une bulle qui est destinée à éclater avec des conséquences catastrophiques. Les banques centrales, ces prétendus gardiens de la stabilité financière, n'ont fait qu'exacerber le problème. Deuxième partie, de la crise au contrôle, s'emparer du récit. Au lendemain d'un effondrement financier majeur, le public cherchera quelqu'un pour rétablir l'ordre. C'est le moment tant attendu des architectes du nouvel ordre mondial. Ils proposeront une nouvelle monnaie mondiale et un système d'identité numérique centralisé. Ils argumenteront que ces mesures sont essentielles pour éviter une nouvelle crise. Un public apeuré acceptera ces solutions, ignorant les chaînes qui se referment sur lui. C'est ainsi que la liberté meurt, non pas dans un fracas, mais dans un gémissement. Vous vous souvenez de ce que beaucoup ont accepté pendant la dernière crise que nous avons vécue? Peut-être avez-vous vous-même consenti à certaines aberrations?
La bonne nouvelle, c'est qu'il n'est pas trop tard pour changer de cap. Nous pouvons choisir de rejeter les fausses promesses et d'embrasser un avenir de liberté. Le coût humain du contrôle total. Imaginez un monde où chacun de vos achats est examiné, chacun de vos mouvements suivis et chacune de vos décisions jugées en fonction d'un ensemble de critères prédéterminés. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est la réalité effrayante qui est en train d'être façonnée sous la bannière du progrès et de la durabilité. Les architectes du nouvel ordre mondial parlent d'inclusion et d'équité, mais leur vision est celle d'un contrôle sans précédent, où la liberté individuelle est sacrifiée sur l'autel d'un prétendu bien collectif. Dans ce monde, votre identité numérique devient votre prison. Votre accès aux biens de première nécessité, nourriture, soins de santé et même interactions sociales dépend de votre respect des dictates du système. Sortez du rang, exprimez une opinion dissidente ou adoptez un comportement jugé préjudiciable au collectif et vous risquez d'être coupé du monde, ostracisé et finalement effacé de la sphère numérique. La tokenisation de la nature ajoute une autre couche de contrôle à cette réalité dystopique. Imaginez qu'on vous refuse l'accès à un parc public parce que votre empreinte carbone pour le mois a dépassé la limite autorisée. Imaginez qu'on vous prive d'une alimentation saine parce que votre algorithme personnalisé vous a jugé indigne d'une telle nourriture. Ce n'est pas un monde d'abondance et d'opportunité, c'est un monde de pénurie et de contrôle, où l'essence même de ce que signifie être humain est sous surveillance et manipulation constante. Le coût réel de ce système ne se mesure pas en dollars ou en bitcoins, mais dans l'érosion de l'esprit humain. C'est un monde dépourvu de spontanéité, de créativité et de connexions authentiques, un monde où la peur et l'obéissance sont les principales motivations. C'est leur monde idéal. C'est le prix que nous payons pour notre silence, notre complaisance, notre volonté d'échanger la liberté contre l'illusion de la sécurité. Se réveiller dans une dystopie, pouvons-nous échapper à ce potentiel futur? La bonne nouvelle, c'est que cet avenir dystopique n'est pas encore inévitable. Nous avons encore le choix. Nous devons nous informer et informer les autres sur les dangers de ce système. La deuxième étape est l'action. Nous devons résister de toutes les manières possibles et nous devons explorer des systèmes alternatifs. Le choix nous appartient. Le choix vous appartient. À la croisée des chemins. L'ère numérique a inauguré une ère de progrès technologique sans précédent, mais elle nous a également conduits à la croisée des chemins. Les outils mêmes qui nous connectent et nous autonomisent sont en train d'être récupérés pour créer un monde de surveillance et de contrôle sans précédent. La poussée en faveur des identités numériques, des MNBC et de la tokenisation de la nature ne sont pas des incidents isolés. Ce sont des fils interconnectés dans une tapisserie de tyrannie tissée par ceux qui cherchent à dominer le XXIe siècle. On nous vend une vision utopique d'un monde sans frontières, sans pauvreté, sans destruction de l'environnement. Mais cette vision est un mirage, une illusion soigneusement construite pour dissimuler les chaînes qui se resserrent autour de nos coûts collectifs. Le véritable programme n'est pas la durabilité ou l'équité, mais le contrôle. Le contrôle de nos données, le contrôle de nos finances, le contrôle de nos vies mêmes. Le choix qui s'offre à nous est brutal. Allons-nous accepter passivement cet avenir dystopique, séduit par le chant des sirènes de la commodité et de la sécurité? Ou allons-nous trouver le courage de résister, de nous battre pour un monde où la liberté individuelle et l'autodétermination ne sont pas des reliques d'une époque révolue, mais les pierres angulaires d'une société juste et équitable? La réponse à cette question déterminera non seulement notre propre sort, mais aussi celui des générations futures. Les enjeux n'ont jamais été aussi importants. Le temps de la complaisance est révolu. Le temps de l'action est venu. Reprendre en main notre destin numérique. La voie à suivre ne sera pas facile. Nous sommes confrontés à des forces puissantes disposant de vastes ressources. Mais nous ne sommes pas impuissants. Nous avons quelque chose qu'ils craignent plus que tout, l'esprit humain indomptable, la soif inextinguible de liberté qui a fait tomber des empires et briser des chaînes tout au long de l'histoire. Notre force réside dans notre nombre, dans notre diversité, dans notre croyance inébranlable en la dignité et la valeur inhérente à chaque individu. Nous devons nous unir, non pas en tant que nation ou tribu,
mais en tant qu'êtres humains faisant partie d'une communauté mondiale, unis dans notre détermination à reprendre en main notre destin numérique. Nous devons nous informer et informer les autres sur les dangers du système qui est en train d'être érigé autour de nous. Nous devons soutenir les organisations et les individus qui travaillent à la création de systèmes alternatifs qui privilégient la confidentialité, la décentralisation et l'autonomisation des individus. Nous devons demander des comptes à nos élus et exiger qu'ils protègent nos libertés fondamentales, et non qu'ils les abandonnent à des technocrates et à des intérêts privés non élus. L'avenir n'est pas écrit d'avance. C'est une toile vierge sur laquelle nous, les peuples du monde, avons le pouvoir de peindre une nouvelle réalité. Une réalité où la technologie est au service de l'humanité, et non l'inverse. Une réalité où la liberté règne en maître, tant dans le monde physique que dans le monde numérique. C'est l'avenir pour lequel nous devons nous battre. C'est l'avenir que nous devons créer. Le temps de l'action est venu. Et pour cela, nous devons d'abord nous transformer intérieurement, car c'est bel et bien de notre esprit et de notre conscience dont il s'agit.